Bonjour à tous, en ce moment nous sommes partis sur une petite série de films de science-fiction et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons consacrer notre chronique à un autre grand film populaire, Retour vers le futur. Encore un film dirigé par le duo Robert Zemeckis à la réalisation et Steven Spielberg à la production, sorti en 1985. Ce film nous présente Doc, un savant fou, accompagné de son chien Einstein, qui vient de concevoir une machine à remonter le temps, enfin plutôt une DeLorean à remonter le temps. Marty, le jeune ami de Doc, se retrouve propulsé en 1955 et va être confronté à ses jeunes parents avant leur rencontre. En essayant de trouver une solution pour revenir à sa temporalité, il devra gérer son jeune père immature et repousser les avances de sa mère incestueuse, tout en ne dévoilant pas qu'il vient du futur, sauf à son ami de toujours, Doc. Commençons par parler des personnages les plus poilus du film. Je ne parle pas de Doc, bien entendu de son chien, Einstein. Il faut savoir que dans de nombreux scénarios précédents, Einstein ne veut pas être un chien, mais un petit singe. Quoi qu'il en soit, lorsque Doc a mis au point sa DeLorean à remonter le temps, c'est bel et bien Einstein qui se retrouve à en être le premier cobaye. Donc on peut affirmer que le premier être vivant à effectuer un voyage dans le temps est un chien. Que ce soit volontaire de la part de Zemeckis ou de Spielberg, cette scène du début du film fait un énorme clin d'œil à l'histoire, avec un grand H. Petit rappel historique, durant la guerre froide, les États-Unis et l'URSS ont mené une politique de conquête spatiale dans le but d'impressionner leurs ennemis respectifs. Le 3 novembre 1957, les soviétiques ont envoyé dans l'espace Sputnik 2, avec à son bord Laika, une petite chaîne de Moscou, connue dans les manuels d'histoire pour être le premier être vivant à effectuer un voyage dans l'espace. Je ne pense quand même pas que ce genre de référence soit un hasard, surtout lorsque l'on sait que Robert Zemeckis est un réalisateur qui aime implanter ses fictions dans des réalités historiques. D'ailleurs, Forrest Gump en reste le meilleur exemple. Congratulations. How do you feel? I gotta pee. I believe he said he had to go pee. Continuons en parlant du personnage de Marty. La production préférait avoir pour le rôle Michael J. Fox, l'acteur final du film. Mais il se trouve qu'au début du tournage, il était pris sur un autre tournage de série télé, donc son agent a décliné l'offre. Spielberg et Zemeckis se sont alors rabattus sur Eric Stoltz pour interpréter Marty. Mais après 5 semaines de tournage, ils ont décidé de changer d'acteur et de prendre Michael J. Fox. Il faut savoir que dans le monde du cinéma, ça arrive de changer d'acteur en plein milieu du tournage. Par exemple, dans le dernier Woody Allen, Bruce Willis s'est fait virer au bout de quelques jours. Mais changer d'acteur au bout de 5 semaines de tournage, c'est énorme. Ça veut dire qu'on met 5 semaines de travail à la poubelle et qu'on doit tout recommencer depuis le début. Quoi qu'il en soit, Michael J. Fox a finalement repris le rôle et son remplacement relève de l'anecdote, tant le film a été un succès public en engrangeant plus de 350 millions de dollars au box-office, avec un budget de seulement 19 millions. À la fin du film, nous avons le droit à un retour fracassant de Doc qui demande à son ami Marty de le suivre. Et je vais te parler d'une théorie sur Doc, qui dit que le Doc qui vient chercher Marty n'est pas le Doc de 1985, mais le Doc du futur, le Doc de 2015. Et cette théorie repose sur plusieurs affirmations. Déjà, Doc possède une DeLorean futuriste, qui ne fonctionne plus au plutonium, mais à l'énergie verte, son réservoir étant devenu un petit compost. Mais cela expliquerait surtout pourquoi Doc est aussi pressé. Il n'y a en réalité aucune raison d'être aussi pressé si on manie le temps un peu comme on veut. Sauf si le Doc de 2015, c'est-à-dire le Doc du futur, est pressé de quitter cette temporalité pour ne pas tomber nez à nez avec le Doc de 1985. Et c'est là que la théorie devient cohérente. Parlons maintenant de la première scène du film. C'est un plan séquence d'ouverture qui montre un ensemble de montres et de pendules, qui s'inspire ouvertement du plan d'ouverture d'un film de 1960 appelé La machine à explorer le temps. De plus, dans cette fameuse scène d'ouverture, nous pouvons trouver un indice sur la fin du film lorsque nous voyons un personnage accroché à l'aiguille d'une horloge. Indice renvoyant à la scène où Doc s'accroche à l'aiguille de l'horloge en 1955. Et cette scène fait elle-même référence à un autre film sorti en 1923, Monte là-dessus. Dans ce film, nous retrouvons donc un personnage accroché à l'aiguille d'une horloge. Et il se trouve que l'acteur en question s'appelle Harold Lloyd, donc je pensais qu'il faisait partie de la famille de l'interprète de Doc, Christophe Lloyd, mais après quelques recherches je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de lien de parenté. Nous n'allons pas conclure avec un secret, mais avec une petite incohérence du film. C'est vrai que c'est un peu facile, car les films sur les voyages dans le temps comportent toujours leur lot de petites incohérences ou d'imprécisions. Néanmoins, souvenez-vous de la phrase de Doc « Ça veut dire que le futur n'est jamais écrit à l'avance, pour personne !» Ce qui souligne ce que l'on appelle l'effet papillon, c'est-à-dire que lorsque quelque chose change dans le passé, le futur s'en retrouve impacté. C'est pour cela que Marty, en changeant drastiquement à la rencontre de ses parents, passe d'une famille digne des Tuches à une famille en plein rêve américain. Néanmoins, malgré ce gros changement dans sa vie, quand il revient en 1985, il voit son double, son autre Marty, exactement au même endroit qu'il l'avait laissé, et ça, peu importe son enfance. Cette incohérence de scène rentre alors en contradiction avec l'effet papillon défendu dans le film. Cette chronique est terminée, si tu aimes les films de science-fiction, je ne peux que te conseiller de regarder mes chroniques précédentes sur Interstellar, Matrix ou encore Blade Runner. Et on se retrouve pour la prochaine chronique avec un sujet totalement différent. Je tenais également à remercier Rémi de m'avoir donné l'idée de cette chronique dans les commentaires sur Facebook. Bon allez, à la prochaine. Lors du film, on peut voir
voir le passeport de Neo, et avec un zoom et un léger recadrage, on peut également voir que son passeport expire le 11 septembre 2001. Mais comme je t'ai dit précédemment, le film est sorti en 1999, soit 2 ans avant les attentats.